Donc, en fait, on m'a demandé de vous parler de la place des outils technologiques dans les accompagnements paramédicaux. Et de façon générale, quand je prends la parole sur ce sujet, je ne parle pas à un public qui est convaincu. Donc, ce qui est la chance ce matin, puisque vous êtes quand même tous venus, en tout cas pour parler des outils technologiques. Donc, je me suis dit, comme ils sont déjà convaincus, je vais en parler un tout petit peu, mais je vais un petit peu avancer la conversation un peu plus loin. On va le mettre un petit peu à l'étape d'après. J'ai envie de vous prendre avec moi, de faire une aventure, de partir un peu au-delà. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à l'infini, mais on va aller au-delà de la place de l'outil technologique dans l'accompagnement paramédical, puisqu'on va parler en fait des thérapeutes, mais on va aussi parler du milieu scolaire, puisqu'en fait, le paramédical scolaire qui va venir avec son outil technologique et le jeune qui va accompagner, son objectif, c'est quand même d'arriver en classe. Donc, dans les missions du paramédical, il y en a quand même 3 principales. L'évaluation, dont on ne va pas du tout parler ce matin, ce n'est pas du tout l'objet. On va parler de l'accompagnement des difficultés. Alors, quand on parle de l'accompagnement des difficultés en tant que thérapeute, c'est vraiment dans un sens de sensibilisation, donc d'information, que ce soit à l'enfant, que ce soit à sa famille, que ce soit à son enseignant, mais aussi aux autres thérapeutes qui vont accompagner cet enfant ou aux autres thérapeutes avec lesquels on collabore. Il va avoir une sensibilisation, donc une mise en information, une prise de conscience. Donc c'est toujours très important de travailler sur la prise de conscience des difficultés. Alors on va utiliser le terme difficulté ou le terme de besoin. On pourrait utiliser le terme de trouble, mais ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours dans une perspective de diagnostic et de troubles persistants. C'est vraiment dans la situation de besoin, jusqu'à la compréhension de ces difficultés. Donc un jeune qui n'a pas conscience qu'il est en difficulté, qui n'a pas compris pourquoi cette difficulté se produit ou ce besoin, ne pourra pas mettre en place un système de compensation ou alors des moyens mnémotechniques qu'il aura appris avec son thérapeute pour pouvoir justement le transférer dans le quotidien. Et puis vient la 3e partie qui est vraiment l'intervention. Parfois on utilise prise en charge, c'est un mot un peu moins joli, mais c'est l'intervention du thérapeute qui a pour but de réduire l'impact de ces difficultés. Donc comme l'a dit Annie Corman juste avant, c'est vraiment une mise en autonomie, c'est un objectif d'autonomie chez le jeune en difficulté. Dans les perspectives d'intervention, donc de prise en charge, on peut les complexifier, mais on peut simplifier à 3 objectifs. Donc le premier objectif pourrait être un objectif de rééducation. Si on prend la définition pure de la rééducation, c'est en fait un ensemble de moyens, de soins non chirurgicaux, mis en œuvre pour rétablir plus ou moins complètement l'usage d'une fonction. Donc on voit ici le problème qu'on va avoir avec un trouble d'apprentissage, c'est que ce trouble est persistant. Donc si notre but c'est de ramener dans la moyenne, de ramener à une valeur attendue, on est en situation problématique. Donc par exemple, un exemple de rééducation, si on prend l'exemple de l'écriture, qui est souvent une des premières plaintes pour lesquelles on pense à un outil technologique, la rééducation va en fait faire j'entraîne, je surentraîne, j'entraîne et je répète cet apprentissage. Donc on va travailler les boucles, les ponts, alors peu importe avec qui on le travaille, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin. Et donc comme je vous disais, un enfant avec trouble d'apprentissage est un enfant qui a un trouble persistant. Ça veut dire que par rapport à un jeune ou un adulte du même âge, face à sa situation problématique d'apprentissage, va toujours rester en décalage par rapport à la moyenne attendue. Alors c'est un individu, parce que ça va dépendre de son âge, qui va évoluer, quoi qu'il arrive, avec ou sans accompagnement, avec ou sans aménagement, mais qui ne va jamais, à aucun moment, se retrouver dans la moyenne attendue pour son âge ou pour son niveau de compétence, normalement, ou d'apprentissage. Donc ça veut dire que la rééducation, en tant que telle, de répétition d'entraînement, va présenter des limites. Heureusement, il y a d'autres perspectives d'intervention, comme par exemple les aménagements, dont on a beaucoup parlé avec les aménagements raisonnables. Alors, les aménagements raisonnables existent depuis très longtemps. On a parlé de 2007, etc. Donc, la visée inclusive, elle est là depuis très longtemps. Ça prend du temps. Donc, les écoles ne sont pas toujours au courant des obligations qu'elles ont. Donc, il y a eu un deuxième petit coup de pouce, je pense en 2018, avec les circulaires pour les aménagements raisonnables, les protocoles, etc. Et dans les aménagements raisonnables, par exemple, si on prend l'exemple toujours de l'écriture,
on va en fait venir soulager des difficultés en aménageant souvent l'environnement. Donc ça peut être l'espace feuille, mais ça peut être aussi l'outil scripteur. On va en fait modifier certaines choses. Alors si les difficultés sont visuelles ou spatiales, on va adapter au niveau visuel. Si les difficultés sont plus au niveau de la motricité fine, de la coordination fine, on va plutôt travailler sur les outils scripteurs. Donc ici, c'est vraiment la notion d'aménagement où on voit la situation de besoin. On n'a pas forcément besoin d'avoir un trouble pour avoir recours à des aménagements. Alors, les circulaires ne vont pas toutes dans ce sens-là, donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un du ministère aujourd'hui pour relayer. Mais il y a quelques petits problèmes dont on voudrait parler à la pause, si vous voulez. Et donc la troisième perspective, ça va être évidemment une perspective, une alternative, où on va contourner la difficulté. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va plus du tout lire, on ne va plus du tout écrire, mais on va contourner cette difficulté pour justement dire, comme le disait Annie Corman juste avant, on va amener des apprentissages de haut niveau. Donc, c'est-à-dire que les jeunes qui ne savent pas écrire correctement une belle lettre, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne savent pas exprimer une idée cohérente. Souvent, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'idées à transmettre, qui sur papier ne peuvent pas le faire. Et donc, on va contourner cette écriture qui est compliquée et on pourrait éventuellement, c'est une solution parmi d'autres, passer à la clavigraphie qui devient alors l'outil scripteur prioritaire. Alors, dans ces accompagnements paramédicaux, en Belgique en tout cas, il y a une forte croyance sur l'efficacité de la prise en charge individuelle. Donc si vous n'aidez pas, c'est vraiment une conviction profonde, si vous n'aidez pas un enfant en individuel, c'est beaucoup moins efficace. Alors les études longitudinales et la recherche scientifique s'appuient sur des cohortes d'accompagnement qui montrent qu'en fait, l'accompagnement individuel est l'accompagnement qui montre le moins de transfert dans l'environnement scolaire et dans la vie quotidienne, et qui aussi ne présente pas d'effets positifs à long terme. Donc c'est à remettre en question, puisqu'on a en fait tout un système quand même de santé qui repose sur l'accompagnement individuel des jeunes en situation d'apprentissage. Donc si ce n'est pas en individuel, ça veut dire que ça se fait soit en petit groupe, soit en contexte classe. Alors, le paramédical scolaire, alors j'utilise ce terme vraiment avec une attention toute particulière parce qu'on peut sortir des études de neuropsychologie, de logopédie, d'ergothérapie, mais ce n'est pas parce qu'on est paramédical que forcément on est spécialisé au niveau scolaire, c'est vraiment un domaine tout à fait particulier. Et le paramédical a l'habitude, même avant la pandémie, de se tenir à distance. C'est-à-dire qu'il reste dans son bureau, il accueille les enfants dans son bureau, il laisse les parents faire les allers et retours, et puis, parfois, on téléphone à l'enseignant, parfois, on va éventuellement lui rendre visite, mais travailler au sein de l'école, dans la classe, ça ne fait pas partie des pratiques quotidiennes. Donc c'est un peu comme si on équipait les enfants de plein de protections pour leurs troubles d'apprentissage et qu'on leur disait, écoute, moi je ne vais pas sortir, je te laisse y aller tout seul, tu vas te débrouiller avec ton enseignant et on verra si tu survis à cette situation d'apprentissage. D'accord ? Je caricature un peu, mais c'est un petit peu à ça que ça ressemble. C'est comme apprendre à nager à quelqu'un sans le mettre dans l'eau, juste lui mettre les bouées et le laisser dans le canapé. Alors, ça veut dire que si on n'a pas de contact avec l'école, en tant que paramédical, donc je parle en tant que paramédical scolaire, les jeunes en situation d'apprentissage vont rester en difficulté. Les enseignants, puisqu'il n'y a pas de transfert possible, les enseignants vont rester démunis, puisqu'on ne leur donne pas non plus les pistes à suivre pour pouvoir aider des enfants en difficulté scolaire, parce que ça ne fait pas systématiquement partie de la formation initiale. Ils ont un peu d'informations à ce niveau-là, mais ce n'est pas du tout extrêmement développé. Il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi beaucoup de courage pour les parents qui doivent en fait abandonner les enfants le matin en se disant, en fait, on espère que ça ne va pas trop être la cata aujourd'hui parce que dans quel état est-ce qu'on va le retrouver en fin de journée ? Donc, on est dans une situation où tout le monde est un peu perdu, à des mesures un peu différentes, et arrivent évidemment les nouvelles perspectives scolaires d'inclusion scolaire. Alors l'inclusion scolaire, ça se centre évidemment sur les jeunes à besoins spécifiques, que ce soit avec ou sans trouble. Et si on veut retracer l'histoire de l'inclusion, voilà, si on veut schématiser un petit peu, vous avez en fait un groupe, donc un groupe d'apprenants, on va parler de l'inclusion scolaire, on pourrait parler de l'inclusion sociale, mais ici on est dans les apprentissages scolaires, qui est représenté par cette espèce de cercle avec des petits points verts qui représente un groupe
typique. Donc c'est un groupe d'apprenants qui arrivent à rester plus ou moins dans la moyenne attendue. Et puis vous avez autour des jeunes ou des adultes avec des difficultés, avec des différences, qui ne peuvent pas s'intégrer à ce groupe parce qu'ils n'ont pas l'équipement, peu importe lequel, pour pouvoir répondre aux tâches attendues. On essaye d'être un peu plus bienveillant et on se dit, bon, bah, puisqu'ils ont des difficultés, on va les regrouper ensemble et comme ça on pourra répondre un peu mieux à leurs difficultés. Donc on les laisse séparer du groupe classe, on va dire comme ça, mais on va les mettre de côté, mais on s'occupe d'eux de manière tout à fait adéquate, on répond à leurs besoins. Ensuite, on se dit, oui, mais quand même, ils sont un peu coupés du monde, en tout cas, ils sont coupés de la réalité, donc on se dit, encore un peu plus de bienveillance. On va prendre ce groupe qui est en fait un groupe avec des difficultés qui se ressemblent ou pas, et on va les intégrer dans le groupe classe, on va dire ordinaire, hein, qui répond aux valeurs attendues. Si on continue la ligne du temps, l'étape d'après, ce serait évidemment l'inclusion, donc qui est vraiment la visée inclusive de l'enseignement belge. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'enseignement belge a une visée inclusive, donc le but est d'intégrer, d'inclure les élèves à besoins spécifiques dans un maximum de classes ordinaires. Donc, on voit ici que la petite cellule s'est un peu éclatée et est venue s'intégrer au sein du groupe classe. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous prenais en aventure, donc on va au-delà de ce qui est attendu, puisqu'on va en fait passer à l'étape suivante, qui est l'ultime étape, qui est l'éducation inclusive, qui est en fait de considérer qu'il n'y a pas de groupe vert. En fait, la normalité, c'est d'être différent, c'est d'avoir des forces, d'avoir des faiblesses, et que c'est normal d'avoir des forces, et que c'est normal d'avoir des faiblesses, et qu'en fait, il n'y a pas de vert. Il y a du vert foncé, il y a du vert clair, il y a du bleu foncé, du bleu clair, du rouge, du mauve, etc. Il y a un peu toutes les couleurs. Alors, quand on parle de l'éducation inclusive, c'est un peu comme quand on parle des outils technologiques, ça génère beaucoup d'émotions. De la panique, de l'inquiétude, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on a peur. Et donc, quand on a peur, on fait marche arrière, on dit non, on se bloque. Donc, c'est pareil pour les outils technologiques il y a 10 ans. Et c'est exactement ce qui va se passer maintenant pour la visée inclusive. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit melting pot des deux, puisque ça va se rassembler. Tu vas te lever, Lénie? Oh là là. Alors, quand Lénie se lève, ça veut dire qu'il me reste 2 minutes. Alors, voici ce que je vous propose. C'est un petit schéma qui en fait a été proposé par le pôle territorial inclusif, qui est en fait un schéma qui permet un petit peu de rassurer l'école actuelle, puisque l'école en Belgique, maintenant, est une école qui n'est pas encore à visée inclusive. Donc il y a cet objectif d'avoir une éducation inclusive, mais où on a aussi la richesse d'avoir un enseignement spécialisé pour des troubles très spécifiques, hein, donc notamment pour des troubles sensoriels, dont il y a différents types d'enseignement. Et donc l'objectif de cette visée inclusive, ce n'est pas du tout de faire totalement disparaître le spécialisé, c'est d'amener plus de jeunes avec du potentiel dans les classes ordinaires, mais de garder la spécificité de l'enseignement spécialisé. Et donc vous voyez, il y a une petite intersection qui représente les projets d'intégration qu'on a encore toujours ici chez nous. Alors, les apprenants à besoins spécifiques, si on donne des chiffres dont nous a parlé Geoffroy, si on prend plus ou moins les statistiques, il y a 5% des jeunes qui sont en situation de trouble d'apprentissage, mais on va avoir 15% de jeunes qui sont à besoins spécifiques. Alors, si vous parlez de ces chiffres à un enseignant, il rigole. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Quand vous êtes dans une classe et que vous avez vos jeunes en face de vous, vous pouvez parfois dépasser les 60% d'élèves avec des besoins spécifiques. Et quand vous avez 5% de TDA, 5% dyslexique, 5% de dyscalculique, en fait, vous avez la moitié de la classe minimum qui est en difficulté d'apprentissage. Alors, d'où viennent un peu ces chiffres? Alors, imaginons que vous avez ce triangle qui représente 100% des apprenants. Si on a 100% des apprenants et qu'on a un enseignant qui fait bien son travail, qui a comme objectif d'avoir 80% de son public, donc 80% des apprenants qui vont sortir de cet apprentissage avec une autonomie, donc ça c'est vraiment un mot important, c'est la compréhension et l'autonomie. Ce n'est pas parce qu'on récite quelque chose qu'on a compris et qu'on sait le transférer. L'objectif c'est de savoir pourquoi on fait un apprentissage et comment on va pouvoir le transférer dans le quotidien. Donc ça veut dire donner du sens aux apprentissages. Donc on va avoir imaginons qu'on donne bien son enseignement, qu'on enseigne correctement et qu'on a 80% des jeunes qui sont autonomes face à cet apprentissage. Donc ça veut dire qu'il y a 20% qui vont être résistants,
qui ont besoin d'aide supplémentaire. On va amener une deuxième couche, et c'est là qu'arrive la réponse à l'intervention. C'est vraiment une stratégie pédagogique dans les établissements scolaires qui va en fait venir donner une aide supplémentaire aux jeunes en difficulté, donc à ces 20% qui sont résistants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sépare les groupes, ça veut dire que les jeunes en situation de besoin reçoivent plus et de manière plus intensive. Alors, on ne les prend pas encore en individuel, parce que ça fait partie de la normalité d'avoir 20% de résistants. On va en fait amener un travail en petits groupes. Alors, soit avec l'enseignant, soit avec un co-titulaire, soit avec un paramédical, un orthopédagogue. J'ai oublié les orthopédagogues tout à l'heure. On lèvera la main après. Et ensuite, si on a encore, on va avoir 15% des jeunes qui vont profiter de ce petit groupe. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 5% de un peu plus résistants, où là, on aura l'hypothèse d'un trouble d'apprentissage qui sera beaucoup plus significatif que si on le repère directement dans la base des apprentissages. Donc, si on prend la visée des pôles territoriaux, qui est quand même en fait la nouvelle invention, mais très bonne invention du ministère pour pouvoir aider à la visée inclusive. Si les pôles territoriaux qui doivent s'occuper de milliers d'enfants, donc un pôle territorial c'est 12 300 enfants, mais il y en a des plus gros, si on a envie en fait de s'occuper d'un plus grand nombre d'enfants, ben, on a vite compris, même si on n'est pas très bon en maths, que c'est surtout sur la base des 80% qu'il va falloir travailler. Donc sur la base de ces 80%, c'est évidemment la collaboration avec les enseignants. Et la meilleure arme, parce que c'est vraiment ça pour essayer d'aider les jeunes en difficulté et les autres aussi, c'est la différenciation pédagogique. On ne va pas rentrer dans les détails de la différenciation pédagogique parce que ce n'est pas l'objectif de ce matin. Il y a juste quelque chose que j'ai envie de vous présenter parce que mon exposé, c'est quand même sur l'outil technologique, même si j'ai fait une grosse digression. La flexibilité pédagogique, c'est sur 4 axes. Donc il y a les processus, les contenus, les productions et les structures. L'outil technologique va en fait pouvoir permettre la différenciation au niveau des processus et des productions. Ça veut dire comment est-ce que le jeune va accéder à l'information et comment est-ce que le jeune peut donner ses réponses face aux apprentissages. Si on travaille sur la flexibilité pédagogique, sur la différenciation pédagogique, vous avez là en fait la majorité des aménagements raisonnables qui sont proposés actuellement sous forme de liste après un bilan, un peu cher, un peu vilain, qui fait que c'est une liste qui est donnée à un enseignant ou parfois qu'on n'a même pas contacté. Donc, c'est un peu utopique, mais c'est un peu vers là qu'on voudrait aller en tout cas. Donc, pour répondre à la question initiale qui est est-ce que la place des outils technologiques dans l'accompagnement des troubles d'apprentissage? Eh bien oui, forcément. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'outil technologique n'est pas la dernière tentative dans l'accompagnement. Ça, c'est important pour les paramédicaux. C'est vraiment un moyen comme un autre. Ça peut être un outil de rééducation, ça peut être un outil de compensation, ça peut être un outil de contournement, mais c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi. Donc, il y a un besoin de rapprochement du paramédical vers le milieu scolaire. Donc, s'il vous plaît, les paramédicaux, renseignez-vous, informez-vous, formez-vous en pédagogie parce que c'est avec les pédagogues que vous allez pouvoir travailler. On a un besoin de changement de perspective. En tout cas, au niveau de l'enseignement, on a besoin d'avoir une visée inclusive beaucoup plus importante. Et donc, évidemment, voilà, je le disais, l'éducation inclusive. Et donc, l'outil de différenciation pédagogique de base peut être un outil technologique. Donc alors ça peut être inquiétant, ça je vous l'accorde, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible qui est amené uniquement pour des jeunes avec de grosses difficultés. Et c'est vers là qu'on voudrait aller, c'est de vous amener en tout cas à réfléchir à comment l'outil technologique peut faire partie de la différenciation de base. Donc j'espère que ce petit voyage express vous a plu. On restera disponible après, je dis on parce que j'ai ma collègue qui parle après avec moi, je n'ai pas un trouble de la personnalité. Et je vous remercie, pas encore, et je vous remercie pour votre attention. Voilà.